Bonjour Olivier Combols. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France de handball féminine depuis 1998. Exact. Avec un palmarès exceptionnel dont je ne vais malheureusement pas pouvoir reprendre tous les titres, pour des questions de temps évidemment. Donc je vais m'arrêter seulement sur le titre de vice-champion du monde gagné au Brésil au mois de décembre dernier. Vous serez dans quelques minutes ici, dans cette salle de rédaction, face à la rédaction sportive du Républicain Lorrain, ici au siège de notre journal. Et justement, je crois savoir que volontairement, vous n'avez lu aucun article de presse pendant ces championnats du monde, mais qu'à peine rentré chez vous à Metz, juste avant Noël, vous vous êtes accordé une grande séance de rattrapage. Votre lecture, Olivier Combols, a-t-elle été conforme, a-t-elle été fidèle à ce que vous avez vécu avec vos films? Alors, oui, mais je ne rattrape pas tout. Donc, je ne lis pas forcément tout en rentrant. Je trie. Je lis des opportunités de ce qu'on a récupéré pour moi. J'essaye surtout d'éviter de lire ce qui n'est pas sympathique. Donc c'est vrai que dans ce tri, ça m'arrive de lire après quand ça s'est bien passé. Qui fait ce tri pour vous? Des gens des amis, ma femme bien sûr l'aurait pu, beaucoup l'équipe aussi. Mais je ne regarde pas forcément tout. Je regarde ce qui me semble un peu marquant quand ça s'est bien passé. Je fais du positivisme. Quand ça s'est mal passé, je ne lis pas. D'accord. Le handball féminin en général et vos joueuses en particulier ont-elles selon vous une visibilité conforme à leur titre dans les médias? Je vais dire non forcément, parce que si je dis oui, on va m'en vouloir. Non, je vais dire non. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être suffisamment de visibilité d'abord, parce que les résultats sont bons, et puis aussi parce que malheureusement dans le sport, on ne regarde presque que les résultats. Et les médias ont peut-être du mal à mesurer quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les équipes, le courage déployé, les valeurs déployées. Et on a du mal, donc on va au plus précis, au plus pratique, ce qui a très bien marché comme équipe ou ce qui a très mal marché. Vous parliez dans nos colonnes en décembre 2007 de la compétition comme d'une plongée en apnée et des moments avec vos proches et vos familles comme d'une respiration pour prendre de l'énergie. Quand réussissez-vous réellement à respirer, j'allais dire, à vivre sans le hand, sachant qu'en plus Corinne, votre épouse, elle aussi est ex-joueuse et elle est en plus au Metz Handball. Oui, mais dans la famille, en plus, vous avez oublié de signaler que mes deux fils jouent au handball. Ouais. Donc, mais tout ne tourne pas autour du hand et autour du sport forcément. Bon, c'est vrai que les compétitions, c'est un moment intense de stress où on coupe pas mal de choses. Après, bien évidemment, pour durer dans ce métier-là, il faut savoir se ressourcer. Ouais. Et se ressourcer, c'est auprès de la famille, mais c'est aussi beaucoup auprès de soi-même. Ouais. Et s'accorder des temps où on peut être seul, tranquille. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Il faut savoir faire le point avec soi-même à la fin des compétitions. Alors justement, le point que vous pouvez faire là, vous l'avez fait, j'imagine, ce point-là après cette compétition? Je l'ai fait, je suis encore en train de le faire. J'ai choisi par exemple cette semaine d'aller voir les finalités de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je vais voir une compétition avec beaucoup de stress pour les autres et pas du tout pour moi. À Rabat, ça va être sympa, ça va être trop court, mais et tout seul. Et tout seul. J'aurais bien été avec ma femme, mais le travail oblige. Donc ça va être un moment aussi de détente et puis et de boulot, les deux en même temps. Ouais. Est-ce que la solitude pèse pour un sélectionneur quand on est dans une collectivité et puis d'un coup d'un seul tout s'arrête? Est-ce que cette solitude-là, elle vous fait du bien ou elle vous pèse? La solitude, elle est à la fois pénible mais à la fois recherchée. C'est-à-dire que c'est la solitude de l'entraîneur qui n'est pas toujours compris. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. Mais on a aussi besoin d'être seul pour prendre des bonnes décisions, puisque le métier d'entraîneur, c'est de plus en plus, et quasiment uniquement maintenant, le côté décisionnel, puisque dans tout ce qui est entraînement, accompagnement, on a un staff qui est très nombreux, mais on a besoin aussi d'être tout seul pour prendre des décisions, et pour les assumer totalement, il faut les prendre seul. Il y a un décalage entre l'homme public, qu'on voit sauter partout, se gratter la tête sans cesse, et le passionné, l'apaisé, avec qui je refais le monde du handball tous les jours. C'est votre adjoint, Éric Barada, qui le dit. Paul Baudouin, une de vos joueuses, parle, elle, de vous comme d'un grand timide psychologue. La grande gueule aurait-elle mis de l'eau dans son vin de vos dadas depuis une décennie? On met forcément de l'eau dans son vin. D'abord, bon, je vais décevoir Paul Baudouin, mais je ne pense pas que je suis un grand timide. Une certaine sensibilité, oui, certainement, mais grand timide, non. Après, c'est vrai qu'il y a un décalage entre celui qui dirige, et qui est obligé par moment d'être coercitif, et l'homme qui, je pense, est effectivement foncièrement
humain, avec beaucoup d'empathie pour les autres. C'est vrai que je dis toujours sur Terre, le seul plaisir, c'est les autres. Donc j'aime l'homme, pas au sens masculin du terme, hein. J'aime l'être humain et ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est justement ça, c'est les relations humaines et particulièrement avec les joueuses. Alors on reste dans ce registre-là. Vous vous évertuez, dites-vous, à ne pas communiquer votre stress aux joueuses. Je suis un grand malade qui me soigne. Quel est le traitement que vous suivez? Plus sérieusement, quelle est la part de l'émotion dans votre management? Bon, de l'émotion, il y en a toujours. On joue avec l'émotion, donc notamment dans tout ce qui est discours motivationnel. On joue beaucoup sur l'émotion, donc il ne faut pas le nier. Vous savez, je dis toujours, il faut se laisser traverser par les émotions. Donc on joue avec les émotions, mais il ne faut pas trop jouer aussi. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre dans cette gestion et savoir rester aussi lucide. La difficulté, c'est toujours de monter en température, d'aller le plus loin possible tout en gardant beaucoup de lucidité. C'est ce qui est difficile dans le sport. C'est d'avoir à la fois beaucoup de combativité, beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup de recul et beaucoup de lucidité. Et ça, cet équilibre-là, il n'est pas forcément facile à trouver, en tout cas pas pour tout le monde. Vous avez été vous-même joueur dans les années 70 à Metz, au SMEC, avec là aussi plusieurs titres. Au moment du remplacement de Daniel Costantini par Claude Onesta, vous déclariez « Le milieu est beaucoup trop machiste pour accepter qu'un entraîneur de filles s'occupe des garçons ». Plus de 10 ans après, la société française, les mentalités ont évolué. Le pensez-vous toujours? Oui, je pense qu'en France, on aime bien scinder le handball féminin et le handball masculin. Hein, c'est aussi une forme de protection peut-être de certains du handball masculin, pas les meilleurs hein, bien sûr, mais d'autres. Je crois que je l'avais dit un peu par provocation, dans le sens où je pense que où on est un bon entraîneur ou on n'est pas un bon entraîneur, et quand on est un bon entraîneur, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir entraîner ou des hommes ou des femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences d'entraîneurs qui ont fait du handball masculin et qui viennent vers le handball féminin. Ça se passe des fois bien, des fois très mal, ce qui prouve que ce n'est pas forcément plus facile d'entraîner les filles. Et puis, à contrario, je ne vois pas pourquoi un bon entraîneur de handball féminin ne peut pas aller entraîner des hommes. Ça se fait à l'étranger, d'ailleurs. Nous sommes à moins de 100 jours du premier tour des élections présidentielles. Vous aviez été reçu par Jacques Chirac, qui vous avait d'ailleurs très sérieusement demandé si Valérie Nicolas jouait aussi au but en club. Pourriez-vous, comme David Douillet, par exemple, vous engager politiquement? Alors, c'était après la Croatie. C'était après la Croatie. Et après le titre de champion du monde, où effectivement, il avait particulièrement accroché avec Valérie Nicolas, et il avait effectivement demandé à Valérie si au Danemark, elle jouait aussi dans les buts. Et il avait fallu calmer un peu l'hilarité de certaines joueuses, parce que c'était quand même le président. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas s'engager au niveau politique? Pourquoi pas? Je pense que la politique, c'est un milieu qui est intéressant, qui est difficile. Certainement très difficile, parce que je pense que entre la belle image de la politique et d'autres images un peu moins flatteuses, moi je pense qu'il y a un juste milieu, mais on est des hommes d'engagement dans le sport. Et pourquoi pas s'engager au niveau de la politique? Alors ça ne veut pas dire que je vais m'engager, mais je trouve que c'est bien de s'engager. Maintenant, j'ai passé 53 ans et je pense qu'en politique, le train est passé pour moi. Comment le citoyen que vous êtes voit-il justement cette campagne qui démarre? Ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai l'impression quand même que les Français s'intéressent de plus en plus à la politique, hein, d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup d'agressivité sur le jugement qu'ils portent sur les hommes politiques. Mais je pense que le bon côté de la crise, c'est de secouer un peu tout le monde et que tout le monde se dise il faut que je fasse entendre ma voix parce qu'il y a des problèmes en ce moment, parce que l'avenir de mes enfants, il n'est pas forcément très positif. Donc je pense que les gens ont un peu peur en ce moment et ça les fait réfléchir sur la politique et j'espère qu'il y aura moins d'abstention cette fois-ci que les autres fois. Alors pour finir, Olivier Cromwell, ce proverbe, la mousse n'est pas la bière. Les joueurs de Claude Onesta, qui étaient notre invité ici en juillet dernier pour un Face au lecteur, remettent leur titre en jeu de champion d'Europe en Serbie. Si vous aviez, vous, pour finir, un proverbe à lui souffler pour sa causerie? Je ne sais pas, mais aujourd'hui en plus c'est difficile. D'abord parce que Claude Onesta, il n'a pas la même équipe que moi, il n'a pas forcément les mêmes méthodes. Mais au milieu du championnat du monde, on m'avait envoyé un superbe proverbe qui était, si je me souviens bien, quand vous avez l'impression que vous ne pouvez même plus avancer un pas, vous avez seulement fait la moitié de ce que vous avez, du chemin que vous avez à parcourir. Celui-là, je l'ai trouvé pas mal dans le sport, parce que c'est vrai que quand on a l'impression qu'on est arrivé tout au bout, et notamment pour les joueuses, qu'elles sont complètement fatiguées, il reste encore beaucoup de route.